Dans un discours en mars 2005, la présidente de la République finlandaise, Tarja Halonen, résumait l'engagement finlandais dans la Seconde Guerre mondiale en des termes élogieux. L'Allemagne et l'URSS organisèrent leur sphère d'influence durant l'été 1939. L'hiver suivant, la Finlande dut faire face à une attaque de l'armée rouge et défendre son indépendance pour éviter d'être occupée par l'URSS. Les Finlandais firent tout cela seuls, sans aide extérieure déterminante. Cette conférence, sans pour autant prendre en compte les spécificités propres à son époque, rappelle à tout du moins un événement important de l'histoire des relations russo-finlandaises, la guerre d'hiver. Conflit de l'histoire contemporaine, opposant la puissante Union soviétique à son petit voisin finlandais, cette guerre, prenant des airs de David contre Goliath, semble a priori sans importance sur le déroulement plus large de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, il y eut de fortes répercussions, que ce soit sur les Alliés, les Soviétiques ou bien les forces de l'Axe, et le jeu des alliances de la Seconde Guerre mondiale fut fortement modifié par ce conflit. Intéressons-nous donc à cette guerre, et à la manière dont la Finlande a résisté seule face à l'Union soviétique. Pour commencer, revenons-en à l'histoire de la Finlande. La Finlande, ou République de Finlande, est un état d'Europe du Nord situé le long de la mer Baltique et du cercle arctique. La Finlande est, pendant le Moyen-Âge et jusqu'au début du XIXe siècle, une partie du royaume de Suède. Longtemps sous domination de son voisin, dont elle n'est qu'une région, la Finlande fait office de frontière entre les deux puissances suédoises et russes, et est un territoire souvent contesté, du fait de sa position avantageuse pour le contrôle de la Baltique. Son histoire demeure ainsi marquée par les nombreux conflits qui ont traversé son territoire. C'est en 1809, à la suite du traité de Frederikshamn, mettant fin à une énième guerre entre la Suède et la Russie, que la Finlande obtient une certaine autonomie, en passant sous contrôle slave en tant que grand-duché autonome. Cette autonomie marque le début de la culture finlandaise en tant qu'État, en lui accordant des institutions, une armée et une banque nationale indépendantes. Durant un siècle, la Finlande demeure dans le giron russe, conservant une grande autonomie en échange de sa soumission. Partie intégrante de l'Empire russe, les Finlandais demeurent relativement dociles à l'égard de leur suzerain. Mais la situation change vers 1890 quand une politique de russification est imposée par le tsar. Refusant de se soumettre culturellement aux Russes, une résistance acharnée s'organise alors que les Finlandais s'évertuent à conserver leurs coutumes. Lorsqu'en 1917 la révolution russe éclate, peu de choses lient encore les Finlandais à l'Empire. Craignant la propagation du bolchevisme en Finlande, un gouvernement bourgeois se met en place. Profitant des lois adoptées par le gouvernement provisoire russe, limitant les répressions à l'égard du Grand-Duché, un parlement finlandais se rassemble et adopte une série de lois d'autonomie. L'arrivée des bolcheviks au pouvoir donne raison aux conservateurs et marque la fin des dernières obligations entre la Russie et la Finlande, qui proclame de manière unilatérale son indépendance le 4 décembre. Mais cette indépendance ne se fait pas sans difficulté. En raison du contexte instable de la période suivant l'effondrement de l'Empire russe, les forces socialistes, notamment soviétiques, se soulèvent en opposition au gouvernement conservateur, afin d'imposer une république populaire à l'État récemment formé. Soutenue par les révolutionnaires russes, la guerre civile est déclarée et voit de violentes répressions et massacres des deux côtés, que ce soit rouge ou blanc. Des tactiques de terreur impitoyables sont utilisées pour briser le moral de l'armée adverse. La victoire revient finalement aux Blancs, avec l'aide de l'Empire allemand, qui, profitant de l'affaiblissement politique finlandais, impose leur autorité sur le territoire, en nommant le beau-frère du Kaiser Guillaume II comme roi de Finlande. Les pertes humaines sont lourdes pour le pays, qui ressort très affaibli de cette guerre civile et voit sa population fortement divisée sur les questions politiques entre les tendances conservatrices monarchistes, proches des Allemands, et des libéraux, adeptes d'une démocratie parlementaire indépendante. La défaite allemande de 1918 sacre la victoire des libéraux, lorsque les dernières troupes se retirent du territoire national. Le roi n'est jamais couronné et la Finlande devient une démocratie parlementaire. La Finlande devient ainsi de facto un État indépendant. Cet épisode sanglant de l'histoire finlandaise a marqué les esprits. Les citoyens du jeune État avaient été très éprouvés entre 1917 et 1918 par la guerre. Les massacres, les pillages, les meurtres étaient devenus courants. Malgré tout, chez les Blancs, les combats avaient laissé paraître un sentiment important d'appartenance nationale entre les différentes franges de la population qui avaient lutté pour obtenir l'indépendance. La Finlande est un pays affranchi, que ce soit des Russes, révolutionnaires et tsaristes, des Suédois ou des Allemands, et son identité s'est alors forgée sur cette résistance acharnée aux ingérences extérieures. La défaite des factions extrémistes, que ce soit les monarchistes ou les communistes, marque alors une victoire totale du gouvernement démocratique qui lui permet de forcer une union entre les différentes tendances politiques, imposant une stabilité gouvernementale importante en prenant le contrôle des principaux organes ministériels. Gouverné par les conservateurs modérés, le pays profite de sa reconnaissance par l'URSS en 1920 pour lentement redresser son économie, avec l'appui de toutes les tendances politiques, qui cherchent à réparer les fractures créées par la guerre civile et à regagner la confiance du peuple finlandais. Cette politique d'union porte ses fruits au cours des années 30, avec la mise en place d'une importante réforme agraire, permettant aux petits tenanciers d'acheter des terres, favorisant ainsi l'éclosion d'une paysannerie moyenne.
De la même manière, le gouvernement conservateur, en accord avec les socialistes modérés, applique efficacement un plan de lutte contre le chômage de 1932 à 1939, alors que le reste du monde connaît la crise économique. L'exemple le plus marquant de cette politique d'union et de modération se retrouve chez les socialistes modérés. Pour unifier les ouvriers et les séparer des soviétiques, le social-démocrate Väinö Tanner créait un puissant mouvement coopératif, opposant un attachement à la retenue et au dialogue au sein des classes travailleuses. De 1937 à 1939, la Finlande constitue ainsi le modèle scandinave de bien des hommes politiques occidentaux. Un État juste et prospère, s'appuyant sur un fort sentiment d'appartenance nationale et une stabilité politique importante, ne laissant aucune place à toute forme d'extrémisme. La preuve en étant les élections législatives de 1939, où le Parti socialiste obtient 85 des 200 sièges du Parlement, tandis que le parti pro-nazi ne tombe qu'à 6 sièges. La Finlande apparaît donc en 1939 comme un État profondément démocratique, penchant vers le socialisme modéré et ayant réussi à refermer les blessures causées par la guerre civile, et s'étant tourné vers une forme de pacifisme et une unification durable de sa société autour de son gouvernement. Cette victoire politique totale des parlementaires modérés, que ce soit sur le plan politique et économique, semble à première vue celle du passé, et n'avoir aucun rapport avec le conflit. Pourtant, elle marque les raisons du début de la guerre d'hiver. Depuis 1918, un minuscule parti communiste finlandais s'est reconstitué à Moscou sous la direction d'Otto Kuusinen. Ce parti fantoche n'est à proprement dit pas véritablement un parti autonome. La grande majorité de ses membres sont des communistes exilés de Finlande, ayant échappé aux purges staliniennes et étant donc en accord avec le modèle soviétique. Fondé en exil, ce parti politique n'est pas du tout reconnu par la population de son propre pays, et est même interdit en Finlande, où il ne possède aucune existence légale. En effet, après la défaite à Tampere, lors de la guerre civile, et à la suite de la menace d'une invasion par l'Allemagne de la côte sud de la Finlande, la délégation du peuple, représentant le commandement rouge en Finlande, s'était retirée d'Helsinki pour Viipuri. Puis, après la perte d'Helsinki, s'était repliée vers Petrograd le 25 avril, prenant ainsi la route de l'exil vers la Russie. Cette fuite avait provoqué un profond ressentiment parmi les gardes rouges et les forces de gauche finlandaises, voyant en cela un abandon du combat. Ainsi, à la fin du mois d'avril 1918, plusieurs milliers de soldats avaient été laissés sans commandement, fuyant à leur tour vers Petrograd, en vain. Coincés par les soldats blancs, les forces militaires du mouvement communiste finlandais avaient été décapitées, conduisant à la fin de la guerre civile d'une manière sanglante. Les rares survivants, ne finissant pas condamnés par les tribunaux blancs, furent mis à l'écart du champ politique, tandis que les combattants, restant unis, développèrent un mépris envers la délégation rouge ayant fui en Union soviétique, et se rallièrent au gouvernement d'union pour préserver l'indépendance finlandaise. Ce terreau fertile au dédain à l'égard des communistes avait permis au nouveau gouvernement d'interdire légalement le parti communiste et de poursuivre en justice ses membres, les empêchant de rentrer en Finlande. Le clou dans le cercueil furent les victoires économiques et politiques des conservateurs et modérés, écartant définitivement toute idée soviétique des ouvriers, qui préférèrent alors la stabilité à la révolution. Ainsi, en novembre 1939, lorsqu'avec l'appui de l'URSS, le Parti communiste de Finlande tente de susciter des troubles dans le sud du pays, peu y répondent, car une écrasante majorité des Finlandais demeurent réfractaires au modèle soviétique, le considérant comme moins efficace que la République finlandaise, mais aussi comme héritier de la guerre civile et traître à la patrie. La volonté du gouvernement soviétique n'est à ce moment pas l'imposition d'un gouvernement communiste en Finlande, mais de forcer des négociations avec le gouvernement d'Helsinki au sujet des territoires de Carélie et des îles du golfe de Finlande. Celles-ci étant proches de Leningrad, elles sont considérées comme une menace directe à la sécurité soviétique et à son contrôle sur la mer Baltique. L'échec total des appels au soulèvement, le faible soutien populaire des ouvriers aux communistes et l'absence de volonté finlandaise de négociation sur les territoires concernés poussent les soviétiques à chercher d'autres moyens d'obtenir leur dû. Et pour cela, il faut revenir sur les anciens traités. Depuis 1920, un pacte de non-agression liait les soviétiques aux finlandais. Devant l'accord contraignant, les soviétiques décident de créer un casus belli. Le 26 novembre, l'URSS accuse l'armée finlandaise d'avoir bombardé le village de Menila. Cette atteinte aux droits russes permet de justifier la suppression du contrat et de préparer des troupes le long de la frontière commune. En accord avec Staline, Otto Kuusinen proclame avec une poignée de militants une République populaire de Finlande. Installé à Terijoki, une bourgade frontalière située à la limite du territoire revendiqué par l'URSS, ce gouvernement déclare son droit sur l'intégralité du territoire, jugeant la République de Finlande comme illégitime. Cet artifice juridique ne trompe personne, ni en Finlande, ni à l'étranger, et l'absence de réaction décisive finlandaise pousse Staline à utiliser le prétexte d'aider un gouvernement frère pour intervenir militairement en Finlande. Staline et Molotov pensent alors que le pays va tomber bien vite. La Finlande ne possède qu'une faible armée de 30 000 hommes, soit 3 divisions face aux millions d'hommes soviétiques. C'était sans compter les Finlandais, qui ne sont pas prêts à laisser leur pays tomber sans rien faire.
La guerre débute officiellement le 30 novembre 1939, lorsque les 450 000 hommes soviétiques massés à la frontière finlandaise passent la ligne de démarcation entre les deux pays. Cette attaque se fait sans déclaration de guerre officielle envers le gouvernement d'Helsinki, et est rapidement couvert dans les heures qui suivent par le gouvernement soviétique comme une opération d'assistance envers un régime ami pour renverser le pouvoir tyrannique de la République finlandaise. Cette justification de l'entrée en guerre n'est pas utilisée pour donner une raison à l'invasion à l'échelle internationale, mais est une manœuvre propagandiste visant à ne pas utiliser le mot guerre à l'intérieur même de l'Union soviétique, et à présenter l'invasion de la Finlande par l'armée rouge comme une nécessité à la sécurité du peuple russe et à ses obligations envers la révolution. Cette déclaration est accompagnée par un bombardement important des faubourgs de Helsinki et de plusieurs grandes villes finlandaises. En attaquant de manière agressive les grands centres urbains, l'état-major soviétique espérait briser le moral des civils et des militaires en leur présentant une guerre impossible à gagner, et forcer le gouvernement à se soumettre afin de placer Kuusinen à la tête d'une république populaire de Finlande. Au contraire, indignés et gravement menacés dans leur indépendance, les Finlandais refusèrent la soumission et serrèrent les rangs autour de leur gouvernement et de leurs soldats. Même si tous ne partageaient pas l'idéologie conservatrice de leur chef des armées, le maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim, il lui fut donné carte blanche pour arrêter l'assaut soviétique, et celui-ci devint l'homme fort de la République, prenant les pleins pouvoirs sur les affaires militaires. Mannerheim apparaissait alors comme une figure respectée, de ses alliés comme de ses adversaires, en raison de son passé de général victorieux lors de la guerre civile, et sa présence assez faible en politique faisait de lui le parfait chef de guerre, apte à diriger les troupes, mais aussi à unifier le peuple et les différents partis politiques dans ces heures difficiles. Cette analyse s'avère assez rapidement exacte. Depuis plusieurs semaines, les militaires, sous les ordres de Mannerheim, avaient renforcé les défenses de la frontière sud. Ce secteur, rapidement baptisé la ligne Mannerheim, du nom de son créateur, devient le point de défense privilégié des forces armées finlandaises, qui le consolident autant que possible. En décembre 1939, un mois après le début des combats et alors que les troupes finlandaises frontalières refluent en bon ordre vers l'arrière, c'est cette défense organisée qui stoppe net l'offensive principale de l'armée rouge. Sous les ordres du maréchal, la défense finlandaise est très bien coordonnée et inflige de lourdes pertes à l'armée rouge, la forçant à reculer. Plus au nord, tentant de contourner les défenses finlandaises, d'autres divisions soviétiques sont encerclées par les forces de frappe rapide des Finnois, qui profitent de l'hiver pour isoler et détruire les formations de soldats. Le front s'enlise entre soviétiques et finlandais. La guerre, qui ne devait durer que quelques jours, semble prendre une tournure désastreuse. 3 colonnes russes sont alors formées en urgence pour couper les communications avec la Suède, qui ravitaille en armes le petit pays. Mais la tentative échoue une fois de plus. La première colonne de soldats voit sa 163e division se faire battre lors d'une attaque surprise, et sa 44e se faire anéantir à Rateux, laissant derrière elle d'importantes réserves d'équipement. Alors qu'au-delà du cercle polaire, la 2e et 3e colonne tombent dans plusieurs embuscades, notamment à Salla, et doivent se replier en urgence vers Petsdamo. La Finlande résiste toujours. Devant l'échec des opérations, le maréchal Vorochilov est relevé de ses fonctions et remplacé par le maréchal Timoshenko. En quelques semaines, l'Union soviétique procède à une mobilisation massive, engage plus d'1 million d'hommes, 2000 chars, 1000 avions, ainsi que toute sa flotte de l'Arctique en direction du petit pays. En face, avec leur mobilisation totale, les Finlandais n'alignent que 300 000 hommes, une centaine de chars, dont la plupart capturés aux soviétiques, et une centaine d'avions. Le combat est celui de David contre Goliath. Renonçant à attaquer la ligne Mannerheim, Timoshenko attaque par l'extrême nord. 3 armées sont acheminées vers Mourmansk et descendent rapidement vers la Laponie. Peu importe le froid et l'absence de matériel, les morts peuvent être rapidement remplacés par les réserves immenses de main-d'œuvre de l'Union soviétique. L'assaut se veut écrasant. Des chars lourds et de l'artillerie sont déployés en grand nombre pour briser le front et s'enfoncer en territoire finlandais. Le 17 décembre, tout porte à croire qu'effectivement la manœuvre russe va réussir. La Laponie est sur le point de tomber, et Mannerheim prépare l'évacuation des troupes vers l'intérieur des terres. Mais la situation se renverse à nouveau. Les chemins de forêt sont mauvais à cause de la boue et de la neige. Les chars s'y engluent, faisant d'eux des cibles faciles pour les unités d'assaut rapide finnoises. Le temps, très changeant, et l'absence de renseignements sur le terrain permet de violentes embuscades et une pression psychologique de chaque instant sur l'armée rouge. En raison du sabotage des voies de chemin de fer et des raids contre les convois de ravitaillement, les troupes soviétiques meurent de froid et de faim et sont contraintes au repli ou à la reddition. C'est l'hécatombe dans le nord. Cette victoire est importante, mais la partie est trop inégale. Les assauts soviétiques continuent sur la ligne Mannerheim, finissent par la faire céder sur plusieurs secteurs, poussant les forces finlandaises à reculer vers Viipuri. À cela, les pays alliés ne soutiennent que faiblement la défense. Les pertes s'accumulent pour la Finlande. Près de 25 000 morts et 40 000 blessés sur 300 000 soldats engagés. Un peu moins du tiers des effectifs est déjà parti en cendres. Contraint sur tous les fronts, après 4 mois d'intenses combats, le 12 mars 1940, la Finlande est contrainte de signer sa capitulation. À Moscou, les ambassadeurs finlandais et soviétiques se rencontrent. L'accord est dur. Même si la Finlande n'a pas été vaincue, les soviétiques imposent leurs conditions, sachant très bien qu'ils gagneront à l'usure.
Les diplomates vaincus sont obligés d'accepter les conditions pour assurer la survie de leur pays. Le traité de Moscou est signé. La Finlande est contrainte de céder à l'URSS la Carélie finlandaise, et notamment Viipuri, seconde plus grande ville du pays et constituant alors le cœur industriel de la Finlande, mais aussi une partie de la région entourant Salla et plusieurs îles de la mer de Barents. Comme ultime humiliation territoriale, la péninsule de Hanko doit être louée à l'Union soviétique pendant 30 ans, afin qu'elle puisse y installer une base navale. La Finlande perd avec ce traité 10% de son territoire national, 3 de ses plus grandes villes industrielles et une grande partie de sa manne économique représentée par la production de papier présente à Viipuri. Sur le plan purement humain, 422 000 Caréliens, soit 12% de la population finlandaise, se retrouvent à devoir quitter leur maison en direction de la nouvelle frontière, laissant derrière elles leur logement et tous leurs biens. Le silence est lourd à l'international, qui se contente de critiquer l'attitude soviétique. Pour la Finlande, les réactions étrangères sont amères. Le soutien à leur égard a été faible, et personne ne les a aidés concrètement à défendre leur territoire. Le ressenti est d'autant plus fort que leurs voisins directs, norvégiens comme suédois, ne leur ont que très peu fourni d'armes en comparaison de leurs besoins. Cette amertume, clé au désir de vengeance, conduit la Finlande à chercher de l'aide là où ils le peuvent. Les relations avec le Reich allemand deviennent une nécessité absolue, alors que la volonté de récupérer le territoire national apparaît comme une justification suffisante pour se préparer à une nouvelle guerre. La guerre d'hiver est finie, mais celle-ci n'est que le prologue de la suivante. Une chose semble étonnante sur cette guerre. Un pays tel que la Finlande a pu résister seul face à l'Union soviétique durant 4 mois et assurer son indépendance, alors que sur le papier, tout semblait contre eux. Nous pouvons nous interroger sur la manière dont cet affrontement, à première vue déjà perdu, a pourtant pu être mené aussi durement. Pourquoi la résistance finlandaise est-elle aussi hargneuse et efficace? Et quelles furent les raisons de l'échec stratégique soviétique? Tout d'abord, du côté finlandais, la résistance peut s'expliquer en 3 mots: sisu, moti et topographie. Le premier, sisu, peut s'interpréter assez simplement comme une représentation de l'esprit de la population finlandaise quant à la guerre, et renvoie à une traduction proche du terme courage ou ténacité. Dans le contexte de la guerre d'hiver, le mot symbolise les sacrifices prêts à être faits par le peuple pour assurer la survie de l'État finlandais en tant qu'entité autonome. Monté au véritable rang de mythe national par la propagande au cours de la guerre, cela correspond tout au long du conflit à la résistance acharnée et obstinée de la population civile comme militaire. Durant l'intégralité des combats, il n'y eut que très peu de plaintes de la part de la population civile, et une résolution certaine à endurer les privations pour permettre un meilleur ravitaillement aux soldats. Les usines continuèrent à tourner, malgré les bombardements, et une certaine normalité fut maintenue. De la même manière, au front, cette résolution apparut par le caractère obstiné des soldats. Il n'y eut que de très rares rapports de désertion, de même que les redditions se faisaient souvent après une résistance violente des Finlandais. À l'échelle politique, le sisu apparut par un apaisement du champ parlementaire. Tous les partis s'alignèrent derrière Mannerheim, peu importe leur conception politique, et cela dans l'intérêt de sauvegarder l'intégrité du pays et permettre que toutes les ressources puissent être tournées vers le combat. Le sisu fut donc un élément important de l'identité finlandaise durant la guerre d'hiver. Moti, quant à lui, se réfère au principe de la stratégie militaire utilisée par les Finlandais. Les troupes à ski étaient parmi les plus efficaces du conflit, et se transformèrent en un adversaire féroce pour les soviétiques qui en vinrent à les craindre, notamment en employant la technique d'encerclement dite justement du moti. Accomplie par de petits groupes très rapides en tenue de camouflage blanche, ceux-ci faisaient usage de leur connaissance du terrain pour encercler les troupes d'infanterie. Une fois cela fait, les skieurs les assaillaient de toutes parts en attaquant le point faible des formations pour causer le maximum de dégâts. Dans le cas où des chars étaient présents, ces assauts surprises permettaient de les attaquer par le flanc, de les neutraliser par l'utilisation d'explosifs. Les poches qui ne pouvaient être réduites par les encerclements ou les embuscades en raison de leur trop grande force pouvaient ainsi juste être maintenues sur place et réduites une à une en les laissant user leur ravitaillement jusqu'à la reddition ou la mort de faim. Le moti fut donc utilisé de manière efficace et judicieuse par les soldats et fut couplé au dernier des alliés finlandais, la topographie de leur territoire. Les reliefs de la Laponie et de la région de Viipuri sont favorables à la défense. Le pays est accidenté, parsemé de lacs et de marais, mais aussi de forêts, qui réduisent d'autant plus les secteurs d'attaque possibles. Le soldat finlandais se trouvait ici chez lui, connaissait le terrain et se déplaçait habituellement à ski, au contraire des soviétiques, qui ne connaissaient pas l'art du camouflage en milieu hivernal. Les chefs ont adapté leur stratégie à la géographie particulière du pays et à ses conditions climatiques. Les hommes savaient utiliser à leur avantage les forêts et se déplacer sur la neige pour prendre de flanc un ennemi contraint d'utiliser les routes. Cette connaissance accorda une supériorité aux Finlandais qui avaient une meilleure organisation pour effectuer leurs embuscades. Enfin, sur le plan moral, les Finlandais se battaient pour leur patrie et sa survie et n'étaient pas prêts à abandonner le moindre mètre carré de leur territoire. Cette dernière raison explique en partie la résistance acharnée des troupes finlandaises face à un ennemi plusieurs fois supérieur. Pour eux, cette guerre était celle de la victoire ou de la mort pour leur pays et ne pouvait s'arrêter autrement que par une victoire ou un statu quo.
Du côté soviétique, les raisons de l'échec de l'invasion totale de la Finlande sont d'autant plus lourdes qu'ils traitent directement des défauts de l'armée rouge. Dès le début du conflit, le matériel soviétique n'était pas préparé aux conditions difficiles de l'hiver finlandais. Les Russes étaient paradoxalement mal équipés pour combattre en terrain hostile. Les unités d'infanterie n'avaient pas d'équipement de camouflage couleur neige, ni de matériel capable de tenir dans le froid. Les moteurs des chars et des camions gelaient durant la nuit et ne pouvaient pas être éteints sous le risque de définitivement casser. Les fusils s'enrayaient souvent du fait du gel, alors que les avions rencontraient des difficultés à faire de longues sorties en raison du climat. Pendant toute la campagne, les conditions climatiques furent détestables, ce qui handicapa les Russes, qui, pourtant, auraient dû prévoir le climat difficile de la Finlande. Mais la prévoyance en question fut absente. Le commandement soviétique manquait en tout point. Après les grandes purges, qui éliminèrent jusqu'à 90% des cadres expérimentés, les différentes armées n'étaient pas coordonnées et se battaient séparément, par peur à la fois de la trahison, mais aussi d'être dénoncées ou abandonnées à leur sort en cas de nouvelles purges. Ainsi, les transmissions d'informations furent faibles, voire absentes. Cette méfiance pathologique entraîna des communications difficiles, voire hostiles entre les différents commandants, qui refusaient de s'entraider ou de pratiquer des manœuvres communes. Cette animosité était encore plus renforcée par la présence des commissaires politiques, qui limitaient l'esprit d'entreprise et d'initiative des soldats, de peur d'être qualifiés d'anti-soviétiques ou de traîtres. L'armée rouge se retrouva donc incapable de suivre les plans des rares chefs compétents qu'elle comptait encore dans ses rangs. Ces deux points expliquent l'échec soviétique. Du fait qu'il s'étendait à toute l'armée rouge, il entraînait une baisse drastique de l'efficacité au combat et un manque de coordination fatale dans la réalisation des opérations. Bien que partiellement réglé par le maréchal Timoshenko, la peur et l'absence de liberté de mouvement dans la stratégie générale empêchaient toute manœuvre d'envergure autre que la charge frontale. Ainsi, l'échec soviétique se retrouve dans son commandement inapte à une guerre à grande échelle. En fin de compte, les réussites finlandaises et les manques soviétiques permirent à une faible nation de 4 millions d'habitants de mettre en échec une armée gigantesque. La semi-défaite en Finlande eut de lourdes conséquences sur le cours de la guerre. L'Allemagne se rapprocha de la Finlande, et devant la défaite russe, se mit à sous-estimer la puissance soviétique, ne la voyant que comme une structure branlante. Devant le désastre, Staline limita ses purges, et promut rapidement de nombreux officiers de bas rang, ayant fait leurs preuves durant les combats, dans l'objectif de renforcer le corps des officiers. Tandis que du côté finlandais, l'heure n'était plus à la patience, mais à la préparation. Un mot d'ordre apparaît alors sur toutes les lèvres en Finlande, il faut récupérer les territoires injustement arrachés. La guerre d'hiver n'est que le point de départ de la guerre de continuation, qui opposera une nouvelle fois la Finlande à l'Union soviétique une année plus tard. Mais cela est une autre histoire que nous verrons une autre fois. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce pour aider au référencement. Pour plus d'informations sur la guerre d'hiver, vous retrouverez dans la description les sources utilisées pour produire cet épisode, que je vous invite à visionner, pour mieux comprendre la guerre d'hiver et ses subtilités, notamment sur le plan militaire qui n'a été que faiblement abordé dans cette vidéo, au profit du contexte général et des raisons de l'échec soviétique. Sinon, à cela, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à la revoyure pour un prochain moment d'histoire.